Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 mars 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci beaucoup, Nima. Permets-moi de commencer, Paul, par le compte-rendu de Donald Trump sur la guerre avec l'Iran jusqu'à présent. Voici ce qu'il a dit à propos de la situation actuelle. La campagne militaire visant à mettre fin aux menaces posées par le régime iranien s'est poursuivie avec une intensité totale ces derniers jours. Ils ont littéralement été anéantis. L'armée de l'air n'existe plus, la marine n'existe plus, de très nombreux navires ont été coulés. Ce sont des navires de guerre, mais j'imagine qu'ils ne savaient pas comment les utiliser. Leurs défenses antiaériennes sont décimées, leurs radars sont hors service, et là, l'origine ils ont disparu. À part cela, un sort plutôt bien. Paul, il a dit que tout est perdu. Tu sais, tout est simplement détruit. Mais quand on parle avec des Iraniens, même quand on écoute les responsables iraniens s'exprimer, ils ne semblent pas vraiment pressés de mettre fin au conflit, car ils estiment pouvoir continuer la guerre. Ils sont très confiants, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, quant à leur capacité à poursuivre cette guerre. D'un autre côté, le détroit d'Ormuz devient l'un des défis les plus importants auxquels les États-Unis sont confrontés. Donald Trump pense que les alliés américains, il parle des Européens, peuvent faire quelque chose à ce sujet. Il y a quelques instants, le chancelier allemand Merz a déclaré « Nous ne participerons pas à la garantie de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz par des moyens militaires. La guerre au Moyen-Orient n'est pas une affaire de l'OTAN. Par conséquent, l'Allemagne ne s'impliquera pas non plus militairement. » Comment voyez-vous la phase actuelle du conflit, la phase actuelle de la guerre, ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, je pense que Trump décrivait non pas la destruction de l'Iran, mais celle de toutes les bases militaires américaines dans le Golfe Persique. Il semble que ce soit là la véritable destruction. Nous avons perdu toute notre capacité radar. L'un des États du Golfe, selon des rapports qui semblent exacts, nous a demandé de partir, et je soupçonne que cela sera contagieux, que les autres États du Golfe nous demanderont également de partir, car ils considéraient notre présence avec des bases aériennes et navales comme une protection pour eux-mêmes. Et maintenant, ils découvrent qu'ils sont sous attaque militaire. Les gens fuient Dubaï. Cela s'effondre en tant que centre financier. Il me semble que ce dont Trump parlait, c'était de l'effondrement de la position américaine, pas de celle de l'Iran. Donc, si nous nous retrouvons réellement dans une situation, Nima, où le président des États-Unis est à ce point irréaliste qu'il ne se rend pas compte qu'il est au bord d'une confrontation nucléaire, parce que nous ne gagnons pas la guerre, Israël ne gagne pas la guerre. Qui gagne la guerre? L'Iran. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ne pas se rendre, et ils ont gagné. Leur capacité à percer le dôme de fer, à incendier des villes israéliennes, à détruire nos bases et à contrôler la sortie du pétrole du Golfe Persique, rien de tout cela n'a été affecté par les Américains ou les Israéliens. Et donc ce à quoi Trump est confronté, c'est bien, regardez, il a dû dire « Oh, ça doit être un effort collectif. Tous ces autres pays doivent envoyer leur marine, car la marine américaine ne peut pas sécuriser le détroit d'Ormuz. Nous devons donc avoir les marines de la France, de l'Angleterre, de la Chine, du Japon et de la Corée. C'est un aveu de défaite. Ce que Trump a vraiment fait, c'est l'admettre. Il est vaincu. Et maintenant, il parle d'aller envahir. Comment ça s'appelle? L'île de Karg. Ce serait une mission suicide. Comment les troupes vont-elles y entrer vivantes? Une fois sur place, comment vont-elles en sortir? Donc ça ne s'est pas bien passé.
et c'est ce qui me préoccupe vraiment. Je veux dire, ce n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Parce que Trump fait face aux élections de mi-mandat. Et aussi, je pense que Netanyahou fait face à des élections, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'il y a aussi des élections là-bas. Donc nous avons Trump et Netanyahou, les deux initiateurs de cette guerre. Ils font face à des élections, ils ne gagnent pas. Si Trump perd l'élection, je pense qu'il sera destitué. Et Netanyahou fait déjà face à des mises en accusation, non seulement de la part de la Cour pénale internationale, mais aussi du gouvernement israélien. Il a réussi à les repousser parce qu'il est le premier ministre en temps de guerre. Eh bien, s'il perd la guerre vers l'élection, donc vous avez deux types au bout de la branche. Que vont-ils faire s'ils ne peuvent pas gagner? C'est la question. L'un ou l'autre est susceptible de sortir les armes nucléaires pour sauver la face, pour gagner. Ils auront toutes sortes de raisons pour le faire. Voilà donc la véritable menace dans toute cette entreprise. C'est ça, la vraie menace. Si Israël et les États-Unis ensemble ne peuvent pas forcer l'Iran à se rendre et à accepter une gouvernance extérieure de la nation iranienne. Ils sont dans une situation délicate. Que veut dire? Et nous pourrions constater que les Iraniens ont eu tort de ne pas poursuivre le développement d'une arme nucléaire, car c'est en réalité la seule chose qui peut les protéger contre les armes nucléaires d'Israël et celle de Trump. Il semble que les Russes et les Chinois aient abandonné l'Iran et pris la fuite. Ce que la Russie et la Chine ont démontré, c'est qu'elles sont inutiles en tant qu'alliées, car elles sont dirigées par des gouvernements dépourvus de vision stratégique, sans conscience de ce que cela signifie pour leurs propres intérêts vitaux. Voilà donc ma vision de la situation. Je pense que l'Iran est en train de gagner et continuera à gagner, parce que font les Américains et les Israéliens? Ce qu'ils font toujours, ils bombardent des femmes et des enfants dans des zones résidentielles. Ils n'ont pas réussi à empêcher l'Iran de faire pleuvoir des missiles sur les bases américaines. Où sont les navires de guerre américains? Bien hors de portée. Vous vous souvenez que Trump devait escorter les pétroliers à travers les détroits. Maintenant, les porte-avions américains sont à environ 1000 kilomètres. Je veux dire l'humiliation. Nous avons déjà subi une humiliation énorme. Voilà donc le vrai danger. Pour sauver la face, quelqu'un à Washington ou Netanyahou lui-même pourrait sortir les armes nucléaires. Et cela sera, à mon avis, non seulement la faute des Iraniens pour ne pas avoir poursuivi la fabrication d'armes nucléaires. Je comprends que, étant une culture plus morale qu'Israël ou les États-Unis, les Iraniens estiment qu'il ne faut pas faire la guerre aux civils. On peut voir que leurs attaques ne se concentrent pas sur les civils, mais sur les bases militaires. Cela montre déjà qu'ils ont une qualité morale supérieure à celle des Juifs et des Américains, mais ils pourraient en payer le prix. Ce n'est donc pas seulement leur faute de ne pas avoir développé une arme nucléaire, c'est aussi celle des Russes et des Chinois qui auraient pu empêcher cette guerre avec quelques mots, qui auraient pu annoncer, comme je le dis depuis des années, un traité de défense mutuelle avec l'Iran. Rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Mais ni les Russes ni les Chinois ne semblent avoir de véritables capacités stratégiques. Ils paraissent aveuglés par les accords commerciaux. Oh, des accords commerciaux, des accords commerciaux, des accords commerciaux.
L'ensemble des négociations de paix en Ukraine s'est transformé en accords commerciaux. En ce moment même, les Américains rencontrent les Chinois pour préparer un ordre du jour en vue d'une rencontre entre les dirigeants des États-Unis et de la Chine afin de négocier un accord commercial. Il semble que la réunion a été annulée, Paul. Elle a bien été annulée. Oui, eh bien la première partie a déjà eu lieu, mais tu dis que le reste a été annulé. Qui l'a annulé? Les Chinois ou les Américains? Je ne sais pas. La Maison-Blanche a rapporté, certains responsables là-bas ont dit, que comme Donald Trump doit gérer la situation avec la guerre contre l'Iran, il n'ira pas en Chine. Je pense que c'est un signe que Xi ne veut pas rencontrer Donald Trump. Mais regarde, très bien Nima, très bien. Mais regarde à quel point le gouvernement chinois est lâche. Il allait négocier avec quelqu'un et toutes les preuves montrent qu'on ne peut pas leur faire confiance. Regarde, ils viennent juste de terminer des négociations avec l'Iran sur l'enrichissement nucléaire et les Iraniens ont accepté. Nous ne le ferons pas. Et pendant que les négociations avaient lieu, que se passe-t-il? Nous les attaquons par surprise. La deuxième fois, depuis combien de temps les négociations en Ukraine durent-elles? Qu'est-il arrivé? Rien. Et Poutine veut encore négocier? Rien ne s'est passé. Depuis combien de temps ces négociations durent-elles? Des années. Et Poutine veut encore négocier. Il n'y a rien là-dedans. C'est la même chose avec les Chinois. Quand on les a contactés, ils ont simplement dit « Nous ne négocions pas avec des gens qui vous attaquent par surprise en pleine négociation. » Va en enfer. C'est ce qu'ils auraient dû dire. Ils n'en ont pas eu l'esprit. Donc l'Iran ne peut pas compter sur les Russes ni sur les Chinois. Ils sont inutiles comme alliés. Ils vendraient leur grand-mère, ils vendent leur propre pays pour un accord commercial. Donc c'est vraiment à l'Iran de jouer. Vous savez, je l'ai déjà dit dans votre émission, le vrai problème, c'est l'agenda sioniste du Grand Israël. C'est ça le problème. Qui en parle? Personne. J'ai remarqué que le président iranien, que je considère comme un homme très faible, ne cesse de parler de négociations. Nous sommes prêts à négocier. C'est stupide. J'ai vu que le général, l'ancien commandant des gardiens de la Révolution, a déclaré que le véritable problème était la présence américaine au Moyen-Orient et que les Américains devaient partir avant qu'il puisse y avoir une quelconque sécurité. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le problème n'est pas la présence des Américains, c'est qu'ils sont là comme mécanisme d'application de l'agenda sioniste du Grand Israël. Ils anéantissent les pays du Moyen-Orient qui se dressent sur la route du Grand Israël. Il ne comprend pas que le problème auquel l'Iran est confronté, c'est l'agenda sioniste du Grand Israël. Donc on a quelqu'un d'aussi déterminé, un Iranien aussi déterminé, mais qui ne comprend pas quel est le véritable problème. Il pense que c'est la présence américaine. Eh bien, regardons les choses en face. Faisons partir les Américains. Que reste-t-il? L'agenda sioniste du Grand Israël. Tant que cet agenda est en œuvre, il ne peut pas y avoir de paix. Si l'Iran ne comprend pas cela, il subira le même sort que la Libye, l'Irak, la Syrie, et maintenant le Liban est en train d'y passer. Vous savez, les Israéliens ont de nouveau envahi cette région, au-delà du fleuve et dans le sud du Liban. Et même le ministre iranien des Affaires étrangères, il a déjà été intransigeant. Mais maintenant, il est rapporté, et je ne sais pas si c'est vrai, cela pourrait être de la propagande de guerre, qu'il aurait dit qu'il accepterait non pas un cessez-le-feu, mais une pause pendant qu'il discuterait de la résolution des problèmes. Eh bien, encore une fois, cela montre que le ministre iranien des Affaires étrangères ne comprend pas le concept du Grand Israël.
Non, Paul, ce n'est pas ça. En fait, il a dit autre chose. Il a dit pas de cessez-le-feu, pas de négociation, même pas l'idée de négocier avec les États-Unis. Tu sais, l'uranium enrichi que possède actuellement l'Iran, ce ne sera pas mis sur la table et ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit avec les États-Unis de sitôt. Voici ce qu'il a dit, Paul. Laisse-moi passer l'extrait dont il parle. Je sais, c'est moi qui l'ai publié. Mais depuis, il a été rapporté qu'il avait parlé d'une pause et non d'un cessez-le-feu, afin de discuter de la possibilité de résoudre la situation. Comme je l'ai dit, il se peut que ce soit de la propagande de guerre. Je sais ce qu'il a dit, je l'ai rapporté et j'espère qu'il s'y tiendra. Il maintient sa position, oui. Il n'a pas changé d'avis. Oui, mais je l'ai mentionné parce qu'il n'est pas comme le président. Je pense que le président iranien est plutôt un libéral. Ce n'est pas vraiment ce dont ils ont besoin en ce moment, alors qu'ils sont sous pression. Je l'ai simplement évoqué comme un autre signe possible que la compréhension iranienne de la situation n'est pas suffisante. Tu vois, tant qu'Israël poursuit le projet du Grand Israël qui a récemment été redéfini, autrefois, c'était du Nil à l'Euphrate. Maintenant, c'est du Nil au Pakistan. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour l'Iran, la Turquie ou l'Arabie saoudite. Et comme je l'ai écrit aujourd'hui ou hier, la Turquie est le prochain Iran. Si les Iraniens ne comprennent pas que leur existence est incompatible avec le Grand Israël et qu'il n'y a aucun signe que les sionistes renoncent à ce projet, alors l'Iran n'a qu'un seul choix. Il doit se battre pour sa survie. Ce qui signifie soit qu'il meure, soit qu'Israël meure. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre cela, à moins que les sionistes ne renoncent au Grand Israël, ce qu'ils ne feront pas. C'est leur programme depuis 100 ans. Il n'y a donc pas de solution. Il n'y a pas de place pour la médiation, ni pour des négociations ou un accord. Si les Iraniens tombent dans ce piège, ce serait un traquenard. Cela les prendrait au dépourvu, facilitant la tâche des Israéliens pour les détruire. Il faut se rappeler que les Israéliens ont l'arme nucléaire, pas l'Iran. À cet égard, l'Iran est donc désavantagé. Une fois encore, il n'y a pas de solution à ce problème, sauf qu'ou bien l'Iran détruit Israël, ou bien Israël détruit l'Iran, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et il n'y a aucun trace word possibilité. Il faudrait dire, écoutez, la seule façon d'envisager une telle possibilité, c'est de négocier avec Israël et d'amener Israël à renoncer à l'agenda sioniste du Grand Israël. Alors, nous pourrions faire la paix. Mais tant qu'Israël s'en tiendra à cet agenda, il n'y aura aucun moyen de parvenir à la paix. Je ne suis pas sûr que le gouvernement iranien le comprenne. J'ai récemment cité l'un de leurs responsables, une personne équivalente à un membre du Conseil de sécurité, qui a dit « Écoutez, nous n'acceptons pas de négocier tant qu'une entité appelée Israël existe. » Donc au moins, lui avait compris. Mais combien de membres de la direction le comprennent? Dans quelle mesure un gouvernement fondé sur le vote peut-il supporter des pertes civiles? Et comme je l'ai dit, l'effort de guerre de Trump et de Netanyahou tue désormais des femmes et des enfants, tout comme à Gaza, détruisant des logements résidentiels, des hôpitaux et des écoles de filles. C'est ainsi que les Israélo-Américains mènent leur guerre. Je ne sais pas combien de temps l'Iran peut supporter ce genre de pertes civiles. Mais ils auraient certainement de meilleures chances si eux et la population comprenaient que l'existence de l'Iran est totalement incompatible avec l'agenda sioniste. Il n'y a donc aucun moyen de parvenir à un accord. Ils doivent soit l'emporter, soit être vaincus. C'est tout. Je sais que je l'ai déjà dit, mais il est stupéfiant que dans toutes les discussions sur ce qui se passe,
Personne n'est mentionné que la cause du problème est l'agenda israélien du Grand Israël. Pas un mot dans les médias. Paul, il semble que tu sais, l'un des plus grands défis auxquels Donald Trump est confronté, comme je l'ai déjà mentionné, soit cette question du détroit d'Ormuz. Il demande au Japon, à la Chine et à la Corée du Sud de l'aider. J'imagine que la Chine ne ferait que rire de ce que Donald Trump lui demande. Pourquoi aurait-elle besoin de s'impliquer dans le détroit d'Ormuz alors que ses pétroliers peuvent y passer sans aucun problème? Elle entretient de bonnes relations dans la région. Elle n'a pas besoin d'intervenir dans le détroit d'Ormuz pour aider. Mais la situation critique, à mon avis, concerne le Japon et la Corée du Sud. Ces deux pays dépendent fortement du détroit d'Ormuz. Le Japon à plus de 90%. C'est incroyable à quel point le Japon en dépend et à quel point la situation dans le détroit d'Ormuz devient dévastatrice pour le Japon comme pour la Corée du Sud. Voici ce qu'a dit Donald Trump, Paul. Les économies des autres nations dépendent bien plus du détroit que la nôtre. Vous savez, nous obtenons moins de 1% de notre pétrole de là-bas, tandis que certains pays en reçoivent beaucoup plus. Le Japon, 95%, la Chine, 90%, de nombreux Européens, une part importante, et la Corée du Sud, environ 35%. Nous voulons donc qu'ils viennent nous aider avec le détroit. Oui, Paul, voici ce que nous avons appris d'une source iranienne, l'une des plus officielles, proche de la direction des gardiens de la Révolution. Elle s'appelle Tasnim. Ils ont publié les conditions possibles pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Voici ces conditions. La levée garantie des sanctions, le retrait des bases américaines, le retour des avoirs gelés et le développement du commerce hors dollar. Ils parlent du pétro-yuan et veulent remplacer le dollar dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, et pour quiconque souhaite conclure un accord dans cette région. Alors, comment vois-tu la situation? Je ne pense pas que l'Iran va simplement reculer sur le détroit d'Ormuz, car ils ont l'avantage, il faut l'admettre. Je pense qu'ils ont l'avantage en ce moment. Quelles sont les possibilités pour l'administration Trump de résoudre la question du détroit d'Ormuz? Comme nous le savons, les autres pays ne sont pas disposés à aider. Je ne pense pas que les États-Unis aient la moindre chance de résoudre ce problème. C'est, comme vous l'avez dit, et comme la demande iranienne le reconnaît, entièrement entre les mains de l'Iran. L'Iran peut laisser sortir les pétroliers qu'il veut. Je veux dire, le détroit n'est pas vraiment fermé, il ne l'est pas. Il est seulement fermé à certains navires. Donc, tant que l'Iran fournit du pétrole à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud, pourquoi rejoindraient-ils une coalition de Trump? Ils ne le feront pas. Dans quel but? Ils reçoivent leur pétrole. Ainsi, l'Iran laisse sortir du pétrole vers qui il veut, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun soutien pour Trump. Et c'est là, je pense, que réside le danger. Trump n'a aucune alternative. Il parle d'envahir cette île, c'est une mission suicide. Ce serait désastreux pour les États-Unis. Que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent rien faire. C'est encore une fois le problème, car cela signifie que le seul véritable avantage qu'Israël et Trump possèdent, ce sont les armes nucléaires. C'est le seul moyen pour eux de sauver la face. Je suis convaincu que l'Iran a déjà gagné et qu'il n'y a rien que Trump ou Israël puissent faire. Je pense que, sauf si l'Iran devient libéral et commet à nouveau l'incroyable erreur de négocier, s'ils font cela, alors ils auront jeté leur victoire aux orties. Je pense, Paul, puisque tu l'as mentionné 2 ou 3 fois à propos de la question nucléaire, si les États-Unis et Israël décident de bombarder l'Iran avec des armes nucléaires, je crois que l'Iran
a déjà en tête la manière d'y répondre. Ce ne sera pas simple. Ils estiment que si une attaque nucléaire vise l'Iran, elle viendrait d'Israël et non des États-Unis. C'est ainsi qu'ils le comprennent. Et si cela se produit de cette façon, l'Iran sait comment réagir. Je ne sais pas quelle est leur compréhension, mais ce que j'ai appris d'eux, c'est que l'Iran sait comment répondre. C'est ce qu'ils ont dit, car je posais la question à beaucoup de gens. Que se passerait-il, puisque tout le monde parle d'armes nucléaires? C'est la solution ultime dans l'esprit des Israéliens, de l'administration Netanyahou. S'ils sont vaincus, ils veulent utiliser des armes nucléaires contre vous. Que ressentez-vous à ce sujet? Ils ont répondu, « Nous savons comment réagir. C'est ce que j'ai appris d'eux. Je ne sais pas ce que cela signifie. » Après tout, il semble qu'ils envisagent ce type d'attaque de la part d'Israël. Eh bien, s'ils disposent de moyens efficaces pour riposter, ils devraient commencer par les utiliser. Ils ne devraient pas attendre l'arme nucléaire. Ils devraient simplement en finir avec Israël. C'est l'erreur que l'Iran commet sans cesse. Il ne termine pas le travail et se rend ainsi vulnérable. Je me demandais, j'ai vu un rapport mais je ne sais pas quoi en penser, pourquoi l'Iran ne l'a pas déjà éliminé puisqu'il possède des missiles hypersoniques de précision? Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas déjà détruit toute la capacité nucléaire israélienne? Ils savent où elle se trouve. Cela aurait dû être leur premier tir. Maintenant, j'ai vu un rapport. Je ne sais pas quelle est la crédibilité de cette information, qu'il l'ait effectivement visée, et si elle n'a pas été touchée, ils ont au moins détruit tous les mécanismes de contrôle environnants, de sorte que, pour le moment, elle n'est pas utilisable. Mais je ne vois pas très bien comment un développement aussi extraordinaire aurait pu passer inaperçu, même dans des médias contrôlés. Alors la question est la suivante. Si l'Iran peut répondre à une attaque nucléaire, pourquoi attendre l'attaque? Pourquoi ne pas aller de l'avant et éliminer son ennemi? Et pourquoi ne pas se débarrasser de toute capacité nucléaire israélienne? Si Israël et les États-Unis peuvent attaquer à 2 reprises l'enrichissement nucléaire de l'Iran, pourquoi l'Iran ne pourrait-il pas attaquer les installations nucléaires israéliennes? Vous savez, on pourrait penser que si un Napoléon, un Robert E. Lee ou un George Patton dirigeaient l'armée iranienne, la première chose à faire aurait été d'anéantir toute capacité nucléaire en Israël. Toute, sans exception. Cela aurait été la première étape et la guerre aurait été terminée, car Israël n'aurait plus aucun levier. Ils ne l'ont pas fait. Je pense que les années passées sous la menace israélo-américaine ont rendu les Iraniens indécis. Pourquoi l'Iran a-t-il attendu d'être attaqué une seconde fois? Pourquoi attendre et perdre autant? Ils ne prennent jamais l'initiative. Ce n'est pas une structure militaire efficace. Tous les généraux victorieux de l'histoire sont ceux qui prennent l'initiative. Il n'y a pas d'exception. Et l'Iran ne prend jamais l'initiative. Il attend, se fait frapper, bombarder, puis réagit. Eh bien, va-t-il encore attendre et patienter jusqu'à une arme nucléaire? Ça n'a aucun sens. S'ils peuvent riposter à une attaque après avoir été frappés par une arme nucléaire, ils peuvent certainement le faire avant. Pourquoi attendre encore pour faire face à une destruction massive? Cela n'a aucun sens, mais c'est toute l'approche iranienne. Nous n'allons rien faire tant qu'ils ne nous auront pas attaqués. C'est insensé. C'est tellement en dehors du cadre d'un comportement militaire correct que cela pousse à se demander ce qui ne va pas avec l'Iran. Il y a quelque chose de profondément anormal qu'ils ne comprennent pas.
Ils sont sous la menace de l'extinction et ils attendent d'être attaqués, puis ils attendent encore d'être attaqués et ils attendent encore. Cela n'a aucun sens. Je ne sais pas quelle est l'explication, mais ce n'en est pas une. C'est ce dont Trump et Israël profitent. L'incapacité iranienne à prendre l'initiative. Ainsi, tout reste entre les mains de Trump et d'Israël. Non pas qu'ils aient vraiment une direction à suivre avec cela, mais malgré tout, la nouveauté demeure. Ainsi, le gouvernement iranien devrait faire tout ce qu'il peut pour détruire toute la présence de Washington au Moyen-Orient, toutes les flottes, les porte-avions, et pour rayer Israël de la surface de la Terre. C'est ce qu'il devrait faire s'il veut réellement survivre. Ils n'ont pas d'autres alternatives. Une fois encore, l'agenda sioniste du Grand Israël ne laisse aucune place à l'existence de l'Iran en tant qu'État-nation. Donc, ce n'est pas comme s'ils avaient le choix. Israël et Trump leur disent « Vous n'avez pas le choix. Vous vous soumettez à nous et nous allons vous détruire. » Eh bien, pourquoi attendre une autre attaque? Cela ne disparaîtra pas. Paul, puisque tu as mentionné le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, il vient tout juste de publier un message sur X. Laisse-moi te le lire. Il a dit « Mon dernier contact avec Steve Witkoff remonte à avant la décision de son employeur de tuer la diplomatie par une nouvelle attaque militaire illégale contre l'Iran. Toute affirmation contraire semble uniquement destinée à tromper les traders pétroliers et le public. Il semble qu'ils essayent de manipuler le marché du pétrole. Et c'est pour cela qu'ils publient des déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, affirmant qu'ils veulent négocier, qu'ils veulent discuter, parce qu'ils cherchent à influencer les marchés. Je pense, comme nous en avons déjà parlé, que l'Iran ne voit pas, Paul, tu sais, ce qui s'est passé après l'assassinat du guide suprême. Je dirais que la politique de l'Iran en matière d'armes nucléaires va subir des modifications radicales avec la nouvelle direction. Beaucoup des commandants actuellement au pouvoir ont combattu sur les champs de bataille du Liban et de la Syrie. Ils savent ce qu'est la guerre et ils sont très préparés. D'une certaine manière, tout le concept de décapitation en Iran, Paul, pousse les Iraniens à une position plus dure envers l'Occident. Cela n'aide pas. Tu as mentionné les libéraux en Iran. Ils ont disparu de la scène, Paul. Au moment où ils ont attaqué et assassiné le guide suprême de l'Iran, tous ceux qui pensaient pouvoir faire quelque chose avec l'Occident ont commencé à disparaître. Maintenant, les décideurs ont changé, et je ne sais pas si les États-Unis comprennent ce qui se passe dans la politique intérieure iranienne. Ils vont se retrouver face à une situation très compliquée, avec la nouvelle direction. Et ce ne sera pas facile pour eux. Ils ne vont pas reculer. J'en suis absolument certain, car je parle avec certaines personnes qui savent ce qui se passe en Iran. Oui, eh bien, cela ne me surprend pas. Ils ont subi les conséquences désastreuses d'avoir fait confiance aux Américains, et il serait très inhabituel que cela n'ait pas endurci les dirigeants restants. En fait, autant que je puisse en juger, les dirigeants que les Israéliens et les États-Unis ont éliminés étaient probablement les éléments les plus libéraux, ceux qui réprimaient les véritables nationalistes iraniens. Et donc, il ne reste plus que cela. Je suis d'accord avec vous. Je pense que, comme je l'ai dit, ma déclaration était conditionnelle. J'ai dit que s'ils cédaient à ces idées libérales, les Iraniens se suicideraient. Je n'ai pas dit qu'ils céderaient. Et donc je suis d'accord avec vous. Mais voyez-vous, j'espère que ce changement de direction fera comprendre au pays qu'il n'y a pas d'autre solution que la victoire.
Cela ne peut pas être médié. Cela ne peut pas être négocié, car l'agenda sioniste est incompatible avec l'existence de l'Iran. L'Iran se bat donc pour sa survie, et il ne devrait pas rester passif, laissant l'initiative à d'autres et ne réagissant qu'après avoir été attaqué. Il devrait prendre la décision suivante. Nous allons complètement détruire la capacité de l'État israélien à faire la guerre. C'est nous qui allons désigner le prochain président d'Israël, et non eux qui désigneront le prochain président de l'Iran. Nous allons nommer le prochain président d'Israël. Telle doit être l'attitude si l'Iran veut réellement gagner et se débarrasser de la doctrine sioniste du Grand Israël. Et s'il agit ainsi, je pense qu'il a de très fortes chances de réussir. Apparemment, les Israéliens n'ont plus de missiles intercepteurs, les Américains non plus. Les navires de guerre américains se sont révélés inefficaces et doivent rester hors de portée. Personne ne vient en aide à Trump. À mon avis, la seule façon d'éviter une guerre nucléaire généralisée, est de reconnaître que si nous lançons une bombe nucléaire sur l'Iran, cela libérera le génie de la bouteille. Cela précipitera le conflit nucléaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine, dont personne ne survivra. Et je veux éviter cela. Ce n'est pas que je sois du côté de l'Iran. Je veux simplement éviter ce qui me semble être la conséquence évidente d'une défaite iranienne. Ce serait une guerre nucléaire mondiale et l'anéantissement de tout. Je pense donc qu'il est important que les Iraniens l'emportent, car c'est un obstacle à une guerre supplémentaire, une guerre plus grande, une guerre pire. Vous savez, les Russes et les Chinois ne peuvent pas survivre à la destruction des BRICS, à la destruction de la nouvelle route de la soie chinoise. Les Russes ne peuvent pas survivre à l'infiltration de djihadistes dans la Fédération de Russie, provoquant toutes sortes de troubles, affaiblissant l'État afin que les États-Unis puissent trouver un moyen de le déstabiliser. Il en va de même pour la Chine. Ils se retrouvent isolés, les Russes, les Chinois. Ils tombent un par un. C'est tout le processus qu'ont suivi Israël, l'Amérique et le Moyen-Orient. Aucun des pays arabes ne s'est uni pour se défendre. Ils sont tombés un par un. Pourquoi n'ont-ils pas formé un front commun? Eh bien, ils ne le pouvaient pas. Les chiites et les sunnites sont divisés par une querelle de succession vieille de 14 siècles. Je pense que les Iraniens ont une chance d'empêcher une guerre nucléaire mondiale, mais ils doivent l'emporter. S'ils y parviennent, le prestige de l'armée israélienne s'effondrera, et avec lui, celui de l'armée américaine. La Chine et la Russie cesseront de se cacher et deviendront plus visibles sur la scène mondiale, et il faudra alors avancer vers une forme d'accord mutuel. Mais si l'Iran tombe, cela enhardira les Américains. Regarde encore une fois ce qui fait vraiment obstacle à l'hégémonie américaine. Ce n'est pas l'Iran. Nous faisons cela pour Israël. L'Iran fait obstacle à l'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient, mais ce sont la Russie et la Chine qui font obstacle à l'hégémonie américaine. Il ne faut pas oublier la doctrine Wolfowitz. Donc, si l'Iran tombe, nous deviendrons encore plus confiants et arrogants, et la Russie ou la Chine seront les prochaines sur la liste des cibles. C'est à ce moment-là que tout risque de dégénérer, et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Mon objectif est d'éviter une guerre nucléaire mondiale, et je pense qu'avec la manière dont les États-Unis ont été utilisés par Israël, nous finirons par avoir une guerre nucléaire mondiale, à moins que l'Iran ne l'emporte. Bon point. Paul, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir, même si ce dont nous avons parlé n'est pas vraiment réjouissant.
Vous savez, la guerre, les assassinats, tout ça. Mais malgré tout, c'est agréable de discuter avec vous. Merci infiniment. D'accord, Nima, croisons les doigts. Quand on lit toutes les déclarations tonitruantes de Trump, elles deviennent de plus en plus irréalistes. Et c'est effrayant. Quand on a un dirigeant aussi déconnecté de la réalité, avec un arsenal nucléaire de cette ampleur, et qu'il est sous l'influence de Netanyahou, qui possède lui aussi un arsenal nucléaire, c'est extrêmement inquiétant. J'espère que nous pourrons sensibiliser les gens à cela. Il faut qu'il y ait une forme de résistance organisée, une compréhension de ce qu'est réellement le problème. Ce n'est pas comme Trump ou Israël le décrivent, ce n'est que de la propagande de guerre. Et c'est une propagande de guerre qui pourrait finir par détruire le monde. Alors merci pour cette opportunité. Merci. À bientôt, Paul. À bientôt. Au revoir.